Bonsoir. Donc, on va commencer. Donc, merci d'être venu. J'espère que vous êtes assez cosy dans la salle. On a Don ici qui est en train de traduire pour vous. Et merci à tout le monde pour l'organisation de cet événement. Merci à Tim d'être arrivé hier. Il va passer aussi demain avec les doctorants avant de repartir en Écosse. Et donc, Tim Ingold, c'est un professeur de l'Université d'Aberdeen, un anthropologue. Et c'est un projet entre trois structures, donc l'ITEAR et PACT et la structure fédérative de recherche, qui a voulu inviter Tim pour irriguer nos pratiques et penser à la fois dans la création, dans les pratiques en sociales et aussi en littérature. Bien, bonsoir. Au nom de nos deux laboratoires, donc l'ITEAR pour Gretchen Schiller et PACT pour moi-même, de la structure fédérative de recherche-création de toute l'université Grenoble-Alpes, nous sommes vraiment ravis d'accueillir avec nous donc, le professeur Tim Ingold, que pour certains, il n'est pas besoin de présenter. Je reviendrai simplement rapidement sur la carrière de cet anthropologue hors pair qui est en train de finir un tout petit livre qui s'appelle Why Anthropology Matters, pourquoi l'anthropologie est importante. Et ça nous concerne directement à Grenoble, puisqu'il n'y a pas de département d'anthropologie. Donc, avec une conférence d'1 heure, on vous propose de rattraper tout ce qui ne peut pas se faire pendant le reste de l'année. Tim Ingold a été formé à Cambridge et il a commencé en fait en biologie, en sciences naturelles, avant de bifurquer vers l'anthropologie sociale, dont il est un des principaux représentants aujourd'hui. Il est déjà venu à Grenoble dans une discussion très fructueuse avec Philippe Descola, qui a été publiée depuis. Si on peut passer la diapositive suivante, en fait, vous verrez simplement apparaître les principaux livres qui sont traduits en français. Vous avez au moins les titres qui sont visibles. On n'a pas la diapositive ne rend rien de loin, j'en suis désolée. Donc simplement pour revenir sur la carrière de Tim, il a donc fait une thèse au départ sur les populations circumpolaires. Il a regardé les questions en fait d'habiter l'espace de façon plus ou moins mobile, selon qu'on était pasteur, selon qu'on était chasseur ou bien fermier. Et il a travaillé donc sur un rapport à l'espace qui était tout à fait différent de celui de notre monde occidental. Comme beaucoup d'anthropologues, il est allé s'inspirer d'un ailleurs, mais depuis de très nombreuses années, il est revenu vers chez nous, vers nos pratiques à nous, et il interroge le quotidien en fait de ce qui tisse notre lien à l'espace. Et donc il est en cela très proche de l'ethnologie, de la géographie et d'une géographie environnementale telle que nous aimons la pratiquer ici, notamment à Grenoble. Il a donc, suite à son doctorat qui a été mené en lien avec l'université du nord-est de la Finlande. Il a enseigné à l'université de Helsinki, puis à Manchester, où il est devenu le professeur de la chaire Mag Luckman. Et il est depuis maintenant près de 18 ans à l'université d'Aberdeen. Il a reçu un doctorat honoris causa de diverses universités, notamment en Allemagne, à Leuphana. C'est quelqu'un dont la contribution à la littérature anthropologique est très très nombreuse. Il est difficile de citer toute son œuvre, donc j'ai retenu en fait sur la diapositive qui est au-dessus les livres qui avaient été traduits en français, et j'en ai oublié un, qui est Marcher avec les dragons. Donc une brève histoire des lignes, qui est le premier ouvrage à être traduit en français, si je ne m'abuse, en 2011, qui le fait connaître. Marcher avec les dragons est là. Ensuite, cette fameuse discussion à laquelle vous avez peut-être assisté à la Maison de la Culture dans le cadre de la Villa Gilet, qui avait eu lieu donc, entre Philippe Descola et lui, qui sont des anthropologues qui travaillent beaucoup ensemble, mais qui ne sont pas d'accord sur tout, et c'est vraiment intéressant de les voir discuter. Et donc, ce dialogue a été rapporté par écrit, et vous pouvez le partager. Et dernièrement, donc, Faire anthropologie, archéologie, art et architecture, publié aux éditions Dehors. Son dernier livre porte sur l'anthropologie et l'éducation.
Et il est actuellement en cours de traduction en français. Donc maintenant, en fait, voilà, le monde académique français et le monde intellectuel français se met en fait à l'heure de Tim Ingold de façon un peu plus régulière. Donc nous sommes particulièrement heureux de l'avoir à Grenoble, non seulement pour cette grande conférence ce soir, et aussi donc pour demain une petite journée de travail qui est organisée pour les chercheurs des laboratoires LITEAR et Pacte, qui se passera au musée dauphinois, qui a aussi joué le jeu de ce partenariat culturel d'exception, ravi voilà, de dialoguer en leur sein avec un anthropologue qui leur manque tant à Grenoble. Si d'aventure vous êtes intéressé en fait par la participation à cette journée, venez me voir à la fin. Le nombre de places n'est pas complètement limité, même si la salle est beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, donc on aurait du mal à vous accueillir toutes et tous. Pour ce soir, je passe rapidement la parole pour la fin de l'introduction à Gretchen Schiller, avant de donner, voilà, de laisser. Tu veux dire quelque chose de plus ou on donne tout de suite la parole à Bon, bonne écoute et merci Tim, it's all yours. Okay. You have to just give him a little... Thank you, Gretchen. Alors, merci Gretchen et merci Anne-Laure. Je suis vraiment très honorée, je me sens très privilégiée d'être ici avec vous ce soir. Alors, la plus grande partie de ce que nous savons, nous ne pouvons pas l'expliquer. Et cela est le savoir-faire ou ce que nous appelons les connaissances. Le philosophe Michael Polanyi l'a appelé les connaissances personnelles, les connaissances qui collent tellement près à la personne du praticien qu'ils ne peuvent pas être examinés de près ou positionnés en tant qu'objet de réflexion ou d'analyse. Sans cela, Polanyi a argué, rien ne pourrait être accompli. Nous ne saurions même pas faire nos lacets, battre un œuf, tenir un stylo ou faire de la bicyclette. Mais en même temps, nous ne pourrions pas designer un bâtiment, résoudre une équation ou composer une symphonie. Dans ces tâches et dans pléthore d'autres tâches, nous avançons à tâtons, comme l'a dit Polanyi, suivant un chemin et transmettons au fur et à mesure, au lieu d'exécuter un chemin, un programme qui a été clairement articulé, clairement explicité, avec des règles explicites et des représentations explicites. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de règles du tout, mais plutôt que de fournir les piquets qui jalonnent le paysage de l'action, il ressemble beaucoup plus à des panneaux de signalisation dans le paysage lui-même, qui nous envoient dans la direction dans laquelle nous avons besoin d'aller. C'est ce qu'on pourrait appeler les règles approximatives qui proposent une guidance sans vraiment des recommandations spécifiques. Il s'agit de direction plus que recommandations fixes. Une fois lancé dans une direction, nous comptons sur le réservoir de connaissances personnelles pour continuer. Enlever le vernis des représentations articulées pour Polanyi était de mettre à nu les manifestations mal articulées d'intelligence selon lesquelles nous savons les choses de manière purement personnelle et de révéler un domaine mental énorme, pas seulement de connaissances mais également de savoir-vivre, de lois et de toute une panoplie d'arts différents qui font que l'homme sait comment utiliser, respecter et prendre plaisir à ou vivre selon sans spécifiquement connaître leur contenu. Comme cela est le cas ici et ailleurs, Polanyi n'aurait pas pu être plus emphatique en précisant que ce qu'il révélait, c'est un domaine de l'esprit, c'est-à-dire un domaine mental, l'existence duquel n'avait jusqu'alors pas été reconnue, ou en tout cas jusqu'alors n'avait pas joui de la considération qu'elle méritait. Et pourtant, il a subi un sort ignoble entre les mains des différentes théories sociales qui s'étaient, quoique tardivement, rendu compte que les êtres humains ne sont présents dans le monde parce qu'ils ont, ou plutôt parce qu'ils sont leur corps. Et cette réalisation est très souvent tracée à une dissertation très influente sur les techniques du corps, et je cite, écrit par l'ethnologue Marcel Mauss en 1934. En attirant l'attention à la diversité même des postures et des gestes impliqués dans les tâches quotidiennes telles que marcher, porter des poids, manger et dormir, Mauss s'est rendu compte qu'il y a bien plus à tout ceci que le genre de variations idiosyncratiques
qui différencie une personne à une autre et qui en français serait appelée habitude. Ce n'est pas juste une question de ce qu'on pourrait ramasser ou comprendre inversement ou improviser. Certains enfants, l'a noté Mauss, sont plus enclins que d'autres à imiter le comportement qui s'observe autour d'eux et pourtant, et les imitateurs faibles et forts, s'ils appartiennent à la même société, reçoivent la même éducation basée sur l'exemple et basée sur la correction dans des formes de comportement corporel qui sont considérées comme étant normaux pour leur âge et leur statut. Désigner ces formes qui sont imposées socialement plutôt qu'acquis individuellement, des choses qui peuvent être attribuées à l'éducation plutôt qu'à l'imitation et ainsi inscrites dans une tradition. Mauss a coopté le terme habitus. Mauss a prétendu qu'il fallait une ethnologie comparative des techniques du corps, mais ceci était très sommaire au mieux et a très rapidement été oublié par l'anthropologie de l'époque. Avec son catalogue fragmenté de tout un ensemble de coutumes diverses en provenance du monde entier, la dissertation était tellement anachronique dans sa formulation et pourtant si on avance de son époque au niveau des questions qu'il abordait, qu'elle est tombée très largement dans l'oreille d'un sourd ou plutôt dans l'oubli. Et donc, quelques 40 ans plus tard, lorsque le sociologue Pierre Bourdieu a réintroduit l'habitus comme étant la pièce centrale d'une théorie sur une pratique centralisée sur les dispositions du corps, peu de personnes se sont souvenues qu'il suivait le précédent fixé par Mauss. Et Bourdieu n'a pas non plus insisté sur le fait que c'était cela le cas. Peut-être qu'il a très bien fait de ne pas le faire parce qu'il a compris le terme dans un sens totalement différent. Par habitus, Bourdieu veut dire une sorte de maîtrise pratique, une capacité à improviser le comportement stratégiquement harmonisé avec les conditions de sa production, qui n'est ni ramassé n'importe comment, comme on peut attraper une infection simplement à travers le contact personnel, ni volontairement inculqué à travers des notions, des théories et des réactions. Chaque société, Bourdieu l'écrit, crée un forum pour des exercices structurels qui tendent à transmettre ceci ou cette forme de maîtrise pratique. Il y a des exercices dans lesquels un corps participe, non pas en tant que moyen, un instrument pour la mise en œuvre ou l'expression d'une tradition morale, mais en tant qu'agent de production dans son propre droit. Ces postures, ces gestes, loin d'être de simples expressions pour exprimer des pensées et des sentiments déjà inculqués à travers une éducation pour devenir des valeurs sociétales, sont en soi des façons de penser et de sentir à travers desquelles ces valeurs sont continuellement reproduites. Fondamentalement, selon Bourdieu, les principes de maîtrise qui sont communiqués à travers ces exercices ne s'élèvent jamais à ce qu'il appelle le niveau de discours. Psychologiquement, ils restent en souterrain, au-delà des confins de la conscience. Ils ne peuvent pas être articulés ou rendus explicites. Ineffables, incommunicables et ainsi inimitables par un effort conscient, ces principes prennent corps, deviennent le corps ou littéralement sont incarnés, comme Bourdieu le dit, à travers la persuasion cachée d'une pédagogie implicite. Pour ce que je sais, Bourdieu ne fait aucune référence au travail de Polanyi. Peut-être qu'il ne l'a même pas lu. Il y a cependant des parallèles mystérieux entre la notion de Polanyi sur les connaissances personnelles et la construction particulière que Bourdieu place par rapport à l'habitus. La revendication formulée par Polanyi pour les connaissances personnelles qui ne peuvent pas être articulées ou spécifiées, qu'il s'agit de quelque chose qui ne propose rien, qui ne peut pas se déclarer, que cela est acquis et déployé sans conscience consciente, ou en un mot, que cela est tacite, mais que cela sous-tend et rend possible tout ce que nous faisons, tout ce à quoi nous pensons. Cela est précisément la revendication que Bourdieu fait en faveur de l'habitus. Ce n'est pas surprenant donc que pour la génération de spécialistes des sciences sociales qui ont grandi sur Bourdieu, et moi j'en fais partie, la tentation est de regarder Polanyi à travers les lunettes de Bourdieu et de sauter à leur conclusion que par les connaissances personnelles ou tacites, lui, il voulait dire une connaissance dans le domaine propre et le corps.
Polanyi a même été critiqué dans sa façon d'insister sur la division entre les connaissances tacites et explicites pour reproduire un dualisme cartésien du corps et de l'esprit. Dans le vocabulaire de beaucoup d'analystes, le tacite et l'incarné ont fini par vouloir dire la même chose. Et pourtant, rien n'aurait pu être plus loin des intentions de Polanyi. Parce que, comme je l'ai déjà noté, il était insistant dans son verdict, comme quoi la connaissance personnelle habite l'esprit. S'il y a une division entre l'explicite et le tacite, cela est entre deux régions de l'esprit, et non pas entre l'esprit et le corps. Dans cette présentation, je voudrais surtout insister sur la notion de connaissance incarnée, en focalisant sur ce que j'appelle l'habitude des artisans, des musiciens, des savants. Mon argument a deux composants. Le premier est de montrer que les habitudes qui permettent aux praticiens d'avancer dans l'accomplissement de leurs tâches ne sont pas tellement ancrées dans le corps, mais sont plutôt générées et adoptées dans un rapport kinesthésique et attentif, une attention aux outils, au matériel et à l'environnement. Et le deuxième est d'insister sur le fait que ceci est tout aussi vrai du travail qui se fait avec les mots que cela l'est lorsqu'on travaille avec des matériaux non verbaux. Atteindre le domaine de pratique habituelle, cela ne veut pas dire abandonner les mots, ça ne veut pas dire sonder en dessous des mots, mais cela veut dire en revanche abandonner les techniques de la distillation intellectuelle qui permet aux mots de flotter à la surface et qui permet aux habitudes de sombrer vers le fond une quelconque colonne imaginaire de conscience. Et ces techniques, je prétends, sont elles-mêmes maintenues et reproduites dans les pratiques du monde académique. Pour qui, autre que les universitaires, ce serait tellement pompeux, il serait prêt à exclure du discours tout ce qui ne peut pas être exprimé de façon formelle sous forme de proposition. Qui d'autre dirait non, ça ne peut pas aller parce que c'est inarticulé ou parce que c'est sous-linguiste, toutes les expressions qui ne conforment pas aux normes de rigueur logique. Dans leurs esprits, et dans leurs esprits seulement, le mythe persiste, comme quoi l'artisan doit être silencieux, rendu muet lorsqu'on lui demande d'expliquer ce qu'il fait ou comment il le fait. Il est vrai peut-être qu'il n'est pas en mesure d'expliquer de façon très explicite avec main détail, mais cela ne veut pas dire qu'il est à court de mots. C'est une chose que de dire que les habitudes résistent à l'explication, c'en est toute une autre que de dire que les habitudes résistent à la verbalisation. Et que les deux aient été confondus relève beaucoup des ambiguïtés inhérentes dans la notion de ce qui est tacite. Et c'est vers cela que je voudrais me tourner tout d'abord. Ce dont on ne peut pas parler, a conclu Ludwig Wittgenstein dans le Tractatus Logico-Philosophicus, à ce sujet, on ne peut pas parler tant qu'on doit être silencieux. Pris littéralement, c'est un annonce austère qui relèguerait au silence toutes les façons de savoir et de faire, tout le savoir-faire et l'expérience en dehors de cette expérience, ce savoir-faire qui peut être exprimé linguistiquement ou mathématiquement sous forme de propositions interconnectées de façon logique. Or, c'était l'affirmation de Polanyi, bien sûr, que ces expressions n'étaient pas plus que la partie émergée d'un iceberg, la masse énorme duquel restait submergée en dessous des vagues. Son objectif n'était pas de dénigrer cette dimension sous-marine, mais de mettre en exergue sa contribution vis-à-vis de la pratique et de la pensée. Ces choses dont nous ne pouvons pas parler, disait-il, sont aussi des choses sans lesquelles nous ne pouvons vivre. Ou comme il le disait en introduisant tout un ensemble de cours intitulés La dimension tacite, nous pouvons savoir plus que nous ne pouvons raconter. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi ce mot tacite? Pour faire référence à ce qui n'est pas raconté et à ce qui n'est pas être raconté. Le mot lui-même est incroyablement vague, dérivé du latin tacere, autrement dit être silent, et cela fait référence tout au départ à ce qui reste
non prononcés à voix haute. Et pourtant, les sons vocalisés n'ont pas besoin d'être verbalisés et les énoncés verbaux n'ont pas besoin d'avoir un contenu constitué d'une proposition concrète. Par exemple, quid d'une chanson qui n'a pas de mots et quid d'un énoncé, la force de laquelle est élocutoire, un avertissement, un accueil ou une direction qui est donnée. Inversement, il y a tant de choses qui pourraient être décrites explicitement, mais parfois on préfère garder la bouche fermée pour des raisons de discrétion ou de sécurité. Comme le philosophe de la science Harry Collins l'explique dans un commentaire étendu sur la distinction entre le tacite et l'explicite, que la question soit verbalisée ou pas n'est pas tellement le problème pour Polanyi. Le tacite, pour lui, ce n'est pas tellement le contraire d'explicite, c'est plutôt l'explicable. Cela consiste en des choses qui ne peuvent pas, par leur véritable nature, être expliquées. Et donc, Polanyi, qu'est-ce qu'il veut dire par explication? Deux termes sont répétés maintes et maintes fois dans son récit de ce que cela implique, nommément la spécification et l'articulation. Spécifier veut dire mettre des choses dans des catégories auxquelles on peut faire référence. Articuler veut dire les relier pour en faire une structure complète. Et donc, nous spécifions lorsque nous traçons des points sur un graphique ou lorsque nous rentrons des valeurs dans une équation ou lorsque nous tapons des mots ou écrivons sur une page. Nous articulons lorsque nous les relions, les points avec les traits, les valeurs avec des plus ou des menus, des moins, les mots avec des espaces. Comme ces exemples l'indiquent, l'explication n'est pas limitée aux formes verbales. Cela peut aussi être algébrique ou mathématique ou exprimé dans le langage bizarre de la logique symbolique. Et il peut également se arriver que dans les conventions de la notation musicale, où vous avez chaque note, par exemple, qui est spécifiée par un point, et où les points deviennent des phrases grâce aux ligatures. Et donc, le graphique, l'équation mathématique, la phrase écrite et la phrase de musique, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'ils sont tous à 100% silencieux, où tout est bien ancré sur la page et relié, rien ne peut bouger. Et sans le mouvement, il ne peut y avoir aucun son. La spécification et l'articulation, même si ce sont les clés à l'explication logique, ils verrouillent néanmoins les portes du mouvement, du son et du ressenti. Ils le bougent, mais ceci nous amène néanmoins à un résultat assez surprenant. Ce résultat est que rien ne rend silencieux de façon aussi efficace que le fait de rendre le monde dans des termes explicites et remplis de propositions. C'est en fin de compte ce qui est explicite qui est tacite. Et ce n'est pas le réservoir de l'habitude ou du savoir-faire pour lesquels Polanyi réserve ce terme. L'habitude, en revanche, est turbulent et parfois bruyant. Cela tournoie entre les points que les connaissances explicites relient, comme des eaux qui tournoient autour d'eux et entre les îles d'un archipel. Donc je pense que nous avons été maintes et maintes fois induits en erreur par l'analogie de l'iceberg, avec cette photo de ce que cela représente des connaissances explicites au niveau de la pointe et la masse de savoir-faire en dessous de la pointe. Donc, plutôt que d'être resté gelé dans les profondeurs sous-marines, le savoir-faire est à la bougeotte, reste fluide et dynamique. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui est déposité comme un substrat stable, encapsulé dans les niveaux de la conscience. Non, c'est fondamentalement animé, immanent dans la sensualité d'un corps qui est mobile, vivant et ouvert au monde. Un tel corps, unifié pas de façon anatomique, mais dans ses résonances affectives. Plutôt que de se retirer dans le silence, ce corps demeure dans le sang. Les habitudes, en bref, ne sont pas incarnées. Plutôt, c'est le corps, dans sa façon d'habiter le monde, est entouré par le son, rempli du son. Pensez par exemple à ce qui se passe lorsque moi je joue une note, une seule note, sur mon violoncelle. Sur la partition, la note est spécifiée par un point, croisée par une ligne. Voilà la note, silencieuse, sans vie
inerte. Mais dès que je commence à jouer, ce son émerge, devient du son, devient la vie. Le point à noter devient soutenu, devient une ligne vibrante. Ce n'est pas une question simple. Et pour réussir à produire cette note, mon corps doit être en équilibre et doit être tendu avec une conscience aiguë de ses environs et mon bras droit, mon coude, mon poignet doivent bouger de façon coordonnée pour que l'archet touche la corde et pour que l'ensemble du mouvement reste constant. Le son sort de cette chorégraphie complexe où il y a des mouvements coordonnés, des mouvements très attentifs. Il n'est pas possible de jouer sans aussi ressentir, sans continuellement faire attention à et répondre à ses propres mouvements et également aux mouvements qui se passent dans l'environnement autour. Lorsqu'on se plie pour créer une note sur le violoncelle, comme avec toute autre tâche, comme même Polanyi l'a reconnu, nous avançons à tâtons. Et pourtant, dans l'appel au tacite, tout ce domaine de ressenti est bloqué, annulé, rendu silencieux et sans mouvement. Le tacite, pour faire bref, est une appellation inappropriée pour la dimension de la pratique habituelle. Et donc, quel meilleur terme pourrait-on utiliser? Je voudrais emprunter un concept du théoricien sur l'éducation Stefano Arne et l'éminent lettré Fred Moten, cette théorie intitulée apticalité. Ceci réside, selon leurs mots, dans le fait qu'on peut avoir une capacité à ressentir que les autres vous ressentent. En effet, l'apticalité remplit le vide du tacite. Là où le tacite est silencieux, la partie haptique est bruyante. Lorsque le tacite est incarné, le haptique est animé. Lorsque le tacite est sombré dans les profondeurs de l'autre, ce qui est haptique est ouvert et vivant, accueillant pour les autres et pour le monde. Sur ce, nous pouvons en venir en arrière à l'injonction de Wittgenstein dans le Tractatus. Le compositeur John Cage a commencé son cours sur le rien qui a été présenté à New York en 1949 en déclarant, et je cite, « Je n'ai rien à dire et je suis en train de le dire ». Fin de la citation. Or, derrière ce jeu de mots, Cage était en fin de compte très très sérieux. Nous pouvons interpréter, lire sa déclaration comme une critique ouverte à l'auteur du Tractatus, parce que Cage refuse d'être obligé de se taire. Ces mots n'ont peut-être pas d'objet, pas de référence, pas de questions particulières à communiquer, et pourtant il a une voix et il parle. Et sa voix nous demande d'écouter, parce qu'en parlant, nous les êtres humains, nous rendons présents dans le monde, et en écoutant, nous faisons attention et nous répondons. Cage voulait éveiller chez les personnes qui l'écoutaient le sens de ce qu'il appelle la capacité à répondre. Cela n'a pas besoin d'être limité aux sphères de la relation humaine. D'autres genres d'êtres ou d'autres phénomènes font en sorte que leur présence est ressentie de façon très différente. Et nous devrions faire attention à eux également. Nous entendons les appels des oiseaux, nous entendons le bruissement du vent dans les arbres, le son d'une chute d'eau. Et on peut beaucoup apprendre. On peut savoir si les oiseaux sont calmes ou agités, si le vent est tranquille ou fort, si la rivière est sur le point de déborder ou pas. Ni les oiseaux, ni les arbres, ni l'eau n'a quelque chose à dire. Et pourtant, ils sont là et ils parlent. Ils prononcent leur existence même dans le monde. L'apticalité, alors, est-ce que ce phénomène réside du côté éloigné du fait de raconter? Seulement si avec Wittgenstein, nous limitons le fait de parler avec l'expression logique, ou avec Polanyi, nous le limitons à l'articulation alphabétisée. On pourrait dire aucun mot ne pourrait être dit, aucune histoire ne pourrait être racontée sans les sentiments. Le fait de parler, le fait de raconter ont un autre côté. Un côté qui, pareil que lorsqu'on joue du violoncelle, est en acte et en performance au moment où les points connectés deviennent des lignes qui tournent dans tous les sens, qui sont des lignes convulsionnantes. Ici, je voudrais focaliser sur le fait de raconter, et je reviendrai à cette question de parler lorsque je parlerai sur les travaux liés aux mots.
Souvenons-nous que pour Polanyi, nous pouvons savoir plus que nous pouvons raconter. Je dirais au contraire que nous pouvons raconter tout ce que nous savons, mais seulement parce qu'il y a plus à raconter qu'à articuler. Raconter, pour moi, c'est l'un de ces verbes très anciens qui nous arrivent déjà peuplés, affublés de pléthore de couches de sens. À l'origine, il s'agissait de compter ou de comprendre, comme la personne qui fait l'addition pour la note dont le représentant moderne est le comptable. Un compte rendu dans des mots plutôt que des chiffres devient un récit, une histoire. Et donc, quelle est la différence entre le comptable et la personne qui raconte une histoire? L'un fait des totaux en assemblant dans des rangs ou dans des colonnes différentes entrées qui étaient au départ séparées. Ceci, comme nous l'avons vu, est le travail de l'articulation. Mais l'autre, la personne qui raconte l'histoire, avance, se ferait un chemin à travers les points d'entrée du comptable. Les personnes qui racontent des histoires sont des personnes qui cheminent. Et comme toutes les personnes qui cheminent, ils doivent faire attention aux choses au fur et à mesure afin de reconnaître les indices dans l'environnement et afin de réagir, de répondre avec un bon jugement et de façon précise. Ils ont besoin de raconter, par exemple, de savoir où est-ce que les animaux ont été grâce à leurs traces, comment est-ce que la météo va changer, comment coule la rivière. Ça, c'est le sens de raconter que j'ai invoqué il y a quelques instants quand j'ai fait référence aux oiseaux, au vent et aux chutes d'eau. Et c'est précisément ce à quoi faisait référence Cage lorsqu'il parlait de la capacité à répondre. Chacun de ces deux façons de raconter, évincées respectivement dans le fait de raconter une histoire et dans la capacité à répondre, implique l'autre. Parce que c'est parce que leurs histoires sont racontées que les novices apprennent à s'occuper des choses et à accorder leur importance dans la réalité de leur pratique actuelle. Et au contraire, c'est parce que nous sommes capables de ressentir les choses, c'est-à-dire d'avoir une intimité qui provient du fait qu'on partage une vie avec une autre personne, c'est ainsi que les praticiens expérimentés peuvent raconter leurs histoires. Donc la capacité à raconter dans ces sens jumelés est essentielle dans la pratique de tout savoir-faire, de tout art. Et c'est peut-être même le critère principal qui distingue le maître du novice. D'un côté, les histoires permettent aux praticiens de raconter, de parler de ce qu'ils savent sans le spécifier. Ils ne portent pas d'informations en eux, pas de messages encodés, pas de représentation. Plutôt, ils offrent des conseils ou des directions que ceux qui écoutent, qui se trouvent dans une situation similaire à la situation qui est racontée dans l'histoire, peuvent reconnaître et suivre. D'un autre côté, la capacité à répondre permet aux praticiens d'adapter leurs mouvements aux conditions qui varient lorsqu'il s'agit de mettre en place une tâche. Ceci n'est pas au niveau de la capacité pratiquée à exécuter des mouvements standardisés avec plus de vitesse, plus d'efficience ergonomique. C'est là que réside véritablement la vraie compétence. Dans les deux sens, donc, l'art ou l'artisanat est une façon de raconter. C'est une façon néanmoins qui déteste l'explication. Cela ne propose rien d'avance, cela ne projette pas une réalisation future en parlant dans le présent. Or, ce que fait cet art, c'est que cet art propose un itinéraire, un chemin à suivre tout le long duquel on peut continuer d'avancer. Il s'agit d'avancer à tâtons, il s'agit d'anticiper plutôt que de prédire. Et donc, dans la zone de l'apticalité, raconter avance non pas à travers l'intégration, mais par la différenciation, pas en ajoutant ou en reliant ce qui a démarré comme étant une entrée préspécifiée et discrète dans un livre de Kant, mais en se frayant un chemin à travers les trous, les interstices d'un chemin de pratique. Cela veut dire se joindre à d'autres, y compris avec les matériaux avec lesquels on travaille, avec d'autres personnes, avec d'autres choses dans l'environnement, les ressentir comme eux vous ressentent, tout en faisant en même temps en sorte qu'on distingue sa propre ligne dès lors. Pour faire court, raconter de façon haptique, c'est un processus que j'ai appelé ailleurs la différenciation interstitiale. C'est une différenciation qui procède au fur et à mesure dans un cycle d'attention
dans un cycle de réponse. Donc, lorsqu'on chemine, en jouant un instrument de musique par exemple, ou en pratiquant un art quel qu'il soit, les décisions doivent être prises en continu. On décide d'avancer dans telle direction ou telle autre. Mais alors que chaque décision inclut une coupe, la coupe va le long de la graine de l'action plutôt qu'à travers, coupant comme une hache qui fond le bois. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de compétences ou savoir-faire. On n'impose pas la forme sur la matière, mais on cherche le grain des choses et on fait en sorte qu'on suit ce grain. Ce n'est pas un accident que le mot skill, compétence, ait ses racines dans le mot Schillen en allemand qui veut dire faire la différence et dans le mot skillia, le mot nordique qui veut dire diviser, séparer, distinguer ou décider, ni que cela partage une affinité étymologique avec le mot coque-coquille, qui est un coffrage que l'on peut ouvrir en fendant ses parents dans le sens du grain. Donc chaque fente correspond à ce que Eric Manin appelait une inflexion. Pas un mouvement en tant que tel, mais une variation le long du cheminement du mouvement en musique, par exemple, une phrase de 2 notes, 2 simples notes, qui au niveau de la notation apparaît comme 2 points articulés par une ligne ou séparés par une ligne, émerge dans la performance comme un mouvement linéaire qui plie à un point d'inflexion où un seul son transitionne pour merger dans l'autre. Donc ce qui est la partition est une articulation extérieure devient une différenciation interstitielle dans la performance. Alors toute cette attention et cette réponse, toutes ces décisions sont très sûrement la preuve comme quoi un art est quelque chose qui doit être pensé par ces praticiens. D'ailleurs, nous disons que les musiciens ou les artisans réfléchissent avec leurs doigts, avec leurs mains, leurs poumons, leurs troncs, même avec leur corps entier. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que nous devrions penser que réfléchir devrait être silencieux? Ou pourquoi est-ce que ça devrait être invisible? Sûrement, si réfléchir, penser n'est pas quelque chose de tacite, mais qui est haptique comme le sentiment, si ce n'est pas enterré dans le corps, mais si cela déborde dans l'environnement, si cela se révèle dans le fait de raconter, ça peut être tout aussi bruyant. Et nous pouvons le regarder aussi. Selon quelle logique curieuse est-ce que nous sommes censés comprendre que, alors que nous pouvons regarder les gestes du potier au fur et à mesure que le potier travaille l'argile, ou nous pouvons regarder et entendre l'archet du violonceliste sur les cordes, cette pensée du violonceliste et du potier reste invisible et inaudible. Cette logique est peut-être l'héritage d'une division cartésienne entre la cognition et l'action, qui continue de polluer beaucoup de théorisation sur ces questions. Parce qu'avec cette division, chaque action délibérée doit être précédée par une pensée qui est ensuite mise en action. Inévitablement, la pensée devient de l'action, interrompt, se met en travers et même peut paralyser l'action, comme dans l'histoire apocryphale du mille-pattes, qui, lorsqu'on lui a demandé comment est-ce qu'il arrivait à coordonner le mouvement de ses 1000 pattes, n'a plus jamais bougé. Et pourtant, manifestement, les artisans ne sont pas paralysés par la pensée, par les pensées qu'ils ont, parce qu'ils sont parfaitement capables de réfléchir, même de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont capables d'évaluer le travail en cours sans jamais rompre avec la pratique. La réflexion, comme l'anthropologiste Anna Portisch écrit, la réflexion est un aspect constitutif de tous les niveaux de la pratique. Or, Portisch argumente sa critique contre bon nombre d'étudiants sur la pratique de l'art, y compris moi-même, qui ont argué que le besoin fréquent que de réfléchir quant au progrès ou de s'arrêter, de vérifier le progrès d'une œuvre est typique de novices. Cela fait que leur travail fait du va-et-vient est un peu disjointé et cela disparaît au fur et à mesure qu'on maîtrise de plus en plus son art. Selon ce point de vue, plus on est adepte d'une pratique, moins on a besoin de réfléchir. Mais selon son étude des artisanes féminines en Mongolie, Portisch conclut au contraire que la réflexion et l'évaluation font partie intégrale des pratiques des novices
et des artisans expérimentés d'eux-mêmes. Apprendre un savoir-faire, un art, dit-elle, est un processus qui est dynamique à tous les niveaux et responsive à tous les niveaux et qui implique un dialogue en continu avec son environnement. Or, moi, je suis convaincue par son argument, mais je m'interroge quand même, je me demande si la réflexion et l'évaluation veulent dire exactement la même chose pour le novice que pour la personne qui est très expérimentée. J'ai l'impression que la différence réside dans la façon jusqu'où le praticien a incorporé les outils et les matériaux de son métier, en plus de d'autres aspects principaux, les a intégrés dans le dialogue. Il est vrai que la personne expérimentée réfléchit énormément, autant, médite autant et réfléchit autant que le novice, voire encore plus. Mais peut-être que la personne expérimentée réfléchit avec les choses plutôt que de penser des choses. Cette personne laisse les choses rentrer en tant qu'accessoire de ses réflexions. Peut-être que ces réflexions sont dans un esprit qui n'est pas confiné au corps, mais un esprit qui sort du corps pour inclure les outils, les matériaux et les conditions environnantes, ou ce que le philosophe de la cognition Andy Clark appelait une conscience plus large, le wideware. Clark, ainsi, est-ce qu'il pourrait mesurer la capacité de l'esprit à s'irradier en dehors de son siège dans le corps? Et la réponse dépend de comment nous choisissons de décrire l'esprit. Pour Clark, l'esprit essentiellement est un appareil qui calcule, qui travaille afin de produire des solutions aux problèmes posés par l'environnement, basés sur l'information qui a été reçue. Mais cet appareil, cette machine, pourrait inclure des composants extrasomatiques. Un mathématicien, par exemple, va utiliser un stylo et un calepin pour réaliser des calculs. Un navigateur va utiliser une règle et un compas pour planifier la route. Ainsi, le crayon, le stylo et le papier dans un cas et la règle et le compas dans l'autre font pleinement partie de l'esprit élargi du mathématicien et du navigateur aussi. Alors, afin d'expliquer ce qu'il veut dire par cet esprit élargi et en guise d'analogie, Clark nous demande de considérer les talents prodigieux d'un poisson spécifique, un thon bleu. Pourquoi, demande Clark, est-ce que ce thon est capable de nager aussi rapidement? La réponse, dit-il, est qu'il combine ses propres énergies corporelles avec les dynamiques, les fluides dans l'eau, en créant des remous, des tourbillons à travers les murmures de sa queue et de sa nageoire, qui également exerce un mouvement, une force de mouvement qui va bien au-delà de la force musculaire que le poisson seul aurait pu créer. Nager donc n'est pas réalisé à 100% par le poisson de façon isolée, mais réalisé par ce que Clark appelle une machine à nager, comprisée du poisson dans son propre contexte. Le poisson plus les structures environnantes, les tourbillons qui sont créés activement par le poisson et qui sont exploités au maximum par le poisson. Et donc, strictement parlant, ce n'est pas le poisson qui nage, mais c'est le poisson dans l'eau. Et c'est exactement la même chose, suggère-t-il, avec le mathématicien et le navigateur. Si la combinaison du poisson plus les remous plus les tourbillons constitue un mécanisme pour nager, ainsi le mathématicien plus le stylo plus le calepin ou le navigateur plus la règle plus le compas comporte un mécanisme pour les calculs. La machine cognitive, dans le cas humain, est élargie exactement de la même manière que la machine à nager est étendue pour le poisson. Où est-ce véritablement? Moi, je ne suis pas si sûre que nager puisse être compris sous des termes tellement mécaniques. Après tout, les remous et les tourbillons ne peuvent pas vraiment bien interconnecter comme les roues et les pistons d'un moteur, afin qu'ils puissent propulser en avant tel un moteur. Non, ce sont des mouvements énergétiques, des mouvements indépendants de la même manière que le poisson est indépendant. Pour emprunter une expression au philosophe Sandy Cavell, le poisson dans l'eau, comme tout autre être vivant dans son propre médium, est un tourbillon. Ce n'est pas un objet qui se déplace, mais c'est la forme émergente d'un mouvement. Le poisson, dans ce cas peut-être, pourrait proposer une meilleure analogie
pour expliquer pourquoi, quand on réfléchit pour travailler à un art, cela ne peut pas être compris comme si c'était des calculs. Peut-être que nous devrions dire qu'il s'agit d'un malaxage de l'esprit qui remue et qui est ensuite remué, réveillé, stimulé par les sons et les ressentis de son milieu. Comment est-ce qu'un musicien armé uniquement avec un violoncelle peut arriver à émettre un son si variable, si immense? Comment est-ce qu'un potier qui n'a qu'une roue peut faire en sorte que l'argile devient toutes ces cruches, ces récipients que nous connaissons? Comment est-ce que le scribe, équipé seulement d'un stylo, peut faire en sorte qu'un parchemin devienne un texte? Pas, j'en suis sûre, où je pose la question parce que l'esprit, le corps et l'instrument du praticien réunis constituent une machine pour jouer, pour faire de la poterie ou pour écrire. Personnellement, je ne prends pas mon violoncelle et mon archet comme je prendrais un calepin et un stylo, une règle et un compas afin d'obtenir des résultats que je ne pourrais pas réaliser autrement sans aide parce que je ne suis pas enchaînée anatomiquement parlant à l'instrument. C'est plutôt mon souffle, mon toucher, mes gestes manuels et la posture de mon dos qui sont rejoints en unisson avec le bois, les cheveux et le métal. Et c'est la même chose pour le potier qui a les mains qui se joignent avec l'argile dans la rotation de la roue de façon à ce que les contours du sentiment prennent forme. Et c'est la même chose pour le scribe qui a ses gestes qui laissent leurs traces à travers le stylo sur la surface sur laquelle le scribe écrit. Dans chaque cas, l'unité anatomique du praticien plus l'instrument donne lieu à une apticalité de conscience sensorielle basée sur les matériaux. Et c'est pour cette raison que moi je suis convaincue que nous devrions résister à la tentation que de décrire l'esprit, le corps et le monde comme des cercles qui se chevauchent, qui s'élargissent et qui sont enclins à empiéter sur ou à englober les domaines des uns et des autres. Ce n'est pas comme si l'esprit était pris dans le corps, comme on pourrait parler d'incarnation, ou que l'esprit absorbe le monde, comme cela est impliqué par la théorie de son extension. Le poisson dans l'eau nous donne une bien meilleure image, je pense, d'une giratoire, de mouvements en spirale qui se recouvrent, qui s'imbriquent, qui deviennent des vortices de son, qui deviennent des vaisseaux d'argile, qui deviennent des oscillations, des lignes des lettres scribales. Toutes sont dynamiquement soutenues dans des formations dans le courant de la vie. On a beaucoup cheminé depuis Bourdieu et de sa compréhension de l'habitus comme étant un ensemble de dispositions qui génèrent la maîtrise du praticien expérimenté et qui sont générées également par cela ou qui sont en dessous du radar de la conscience consciente. Pour ce que nous avons découvert de l'autre côté de l'articulation logique explicite n'est pas un manque de prise de conscience, mais au contraire une prise de conscience, une conscience d'un autre genre. C'est la conscience du fait qu'on peut ressentir les autres qui nous ressentent, ou en un mot, c'est l'apticalité. Ceci explique pourquoi les artisans, absorbés dans leurs tâches, par leur propre rapport, ont tendance à ressentir leur propre présence et mouvement, et la présence et le mouvement des choses et les personnes avec lesquelles ils s'engagent de façon exacerbée plutôt que de façon diminuée. Pour utiliser un terme, un langage plus familier, c'est la concentration. Et par cela, nous ne voulons pas dire le genre de process cognitif qui apporte des solutions pour la mise en œuvre. Il ne s'agit pas de la mise en place de mécanismes de calcul réunis qui sont dans la tête ou au-delà de la tête. Non, la concentration réside véritablement dans l'unisson affectif de la conscience kinesthétique et haptique du mouvement et de la vitalité des matériaux. Et la reconnaissance de cette autre forme de conscience, concentrative plutôt que cognitive, haptique plutôt qu'explicite, nous permet enfin de résoudre un problème, de répondre à une question qui nous a longtemps échappé, la réponse à laquelle nous a longtemps échappé. Parce qu'il y a tellement de choses que nous faisons de façon routine qui ne nécessitent aucune concentration. Souvent, nous ne sommes quasiment pas conscients que nous sommes en train de faire des choses. Avec ces opérations, plus nous sommes entraînés, moins nous prêtons attention à ces choses, moins cela nécessite de l'attention.
Très clairement, ce sont des choses où il n'y a pas d'interaction avec les conditions environnantes, de telle façon à ce qu'ils peuvent être mal adaptés ou nous faire fausse route. Ils ont l'air quasiment automatiques. En principe, les opérations automatiques pourraient être réalisées par des machines et dans l'histoire de la technologie, cela a très souvent été le cas. Mais la question est, comment est-ce que nous pouvons faire la distinction entre de tels automatismes et comment est-ce qu'on peut les distinguer de la maîtrise entraînée d'un art? Or, si aucune autre conscience n'était possible en dehors de ces pratiques qui rendent compte de pratiques qui sont là pour nous rendre responsables, à ce moment-là, on prendrait le risque de réduire l'artisanat à une pratique basée sur des automatismes corporate. Ce serait caractérisé négativement par l'absence d'une réflexion ou d'une délibération consciente. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé dans les écrits en matière de sciences sociales lorsqu'on parle de l'incarnation de la dimension tacite. À travers la lecture de beaucoup de littérature, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre taper à la machine et jouer un concerto de Rachmaninoff. Peut-être que ce dernier est bien plus compliqué, il demande bien plus d'entraînement que beaucoup de musiciens auraient du mal à faire. Néanmoins, dans les deux cas, on essaye de nous faire croire que tout cela, c'est une question de permettre aux doigts de faire ce qu'ils veulent, ainsi on libère l'esprit pour d'autres choses. Mais si le pianiste réfléchit réellement avec ses doigts, si sa pensée s'envole avec les bruits sur le clavier, s'il ressent la présence des personnes qui écoutent, qui tendent l'oreille pour entendre chaque son, et si il et eux sont vraiment émus par l'expérience, il y a toute une différence entre sa performance et, disons, la performance d'une machine automatique qui a été programmée pour produire le son du même morceau de piano. Et la différence est la chose suivante. La performance d'un pianiste qui est maître de son art montre une façon de raconter que la machine ne peut pas montrer. Comme l'a dit Cage, le pianiste n'a rien à raconter, mais le raconte. Tous les arts, les vrais artisanats, ont une façon de raconter, l'art de raconter. Donc l'ossification de la narration dans le langage de l'incarnation est réduite à une sorte de sédiment et à son parallèle dans la façon que nous adoptons pour parler de l'habitude. Désormais, on dit que les habitudes sont les choses que nous faisons sans réfléchir et sans considération. Très souvent, ce sont des choses qui sont considérées comme étant le détritus des activités ordinaires, les comportements qui sont sortis du monde réel et qui sont devenus bloqués dans des schémas répétitifs qui peut-être voulaient dire quelque chose un jour, mais qui n'ont plus aucune signification. Ils n'ont pas besoin d'être appris, mais plutôt d'être désappris. Habituellement, ils sont jugés comme étant négatifs. Quand est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de leurs bonnes habitudes? Mais moi, je suis convaincue qu'il y a bien plus quand on parle d'habitude, parce que il y a un mot, l'habitude parle aussi de coutume, d'utilisation, de façon d'habiller et de soins. Moi, j'aimerais voir l'habitude comme l'art, comme l'artisanat, comme une façon de raconter. Et ce qui est très très particulier et spécifique, c'est la façon qu'a le praticien que d'être dans l'action. La difficulté avec ce concept d'habitude a toujours été de décider où est-ce qu'on place la personne qui fait, qui effectue. Est-ce que nous sommes devant nos habitudes ou derrière nos habitudes? Est-ce que c'est nous qui faisons nos habitudes ou nos habitudes qui nous font ce que nous sommes? Le problème est que tant que nous sommes obligés de choisir entre la voie passive ou active du verbe, c'est-à-dire entre ce que nous faisons et ce que nous subissons. Mais dans ses réflexions sur l'art en tant qu'expérience, le philosophe John Dewey a argué que nous ferions mieux de comprendre l'habitude en parlant de l'habitude comme étant la relation entre les deux. Ni devant ce que nous faisons, ni derrière ce que nous faisons, nous sommes vraiment au centre. Notre fait de faire est aussi notre fait d'agir. Ce que nous faisons est aussi fait en nous. Dans notre interaction avec le monde, l'a expliqué Dewey, nous habitons également le monde, où en un seul mot, nous vivons dans l'habitude. Et ceci, peut-être, est une très bonne définition, une aussi bonne définition que toute
de ce que cela veut dire que de pratiquer un art. Une façon de raconter est aussi une façon d'habiter, de vivre littéralement dans son art. De plus, c'est aussi une façon d'utiliser. Utiliser quelque chose, après tout, c'est d'intégrer cette chose dans ses activités habituelles. Et vous et la chose deviennent des frères de sang qui travaillent ensemble afin de joindre les faits. Et inversement, avoir l'habitude, être habitué à quelque chose, cela veut dire l'accepter dans votre vie comme faisant partie de vos coutumes. Et quand nous utilisons des mots, les façons de raconter deviennent des façons de parler. Et ce qui m'amène à la toute dernière partie de mon argumentaire, où je me déplace, où je quitte les œuvres, les travaux, pour parler des mots. Pour la plupart d'entre nous, au fur et à mesure que nous avancions dans nos vies, les mots meublent et équipent nos façons de raconter. Avec les mots, nous invitons les autres à se mettre autour de nous, nous communiquons avec eux, nous ajoutons nos histoires de vie aux leurs, nous faisons attention et nous répondons devant ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Enrichis par la patine d'une utilisation au quotidien qui varie en permanence en texture, il monte dans les gestes, dans les bouches, dans les lèvres lorsque l'on parle ou s'étale sur la plage dans les traces réalisées par la main de l'écrivain. Ils peuvent être silencieux ou bruyants, turbulents ou calmes. Les mots parler ou écrire à la main sont là pour mettre en exergue la pulsation des choses. Ils génèrent les ruminations, ils ravivent l'esprit qui répond à sa manière. Les mots peuvent caresser, peuvent étonner, peuvent enchanter, peuvent rejeter. Comme l'a dit le philosophe Maurice Merleau-Ponty, il y a tellement de façons que nous avons pour chanter le monde et chanter ses louanges. Nous pourrions dire que les mots constituent la poésie de l'habitation. Et pourtant, si on regarde autour de nous, il semblerait que quelque chose s'est très très mal passé, quelque chose a vrillé dans nos relations avec les mots. C'est comme si les mots se sont retournés contre nous ou nous contre eux. On les tient pour responsables pour la suppression du sentiment ou pour avoir échoué, pour n'avoir pas réussi à expliquer l'authenticité de l'expérience. Nous disons que pour vraiment ressentir les choses, il faut passer en dessous des mots ou derrière les mots. Les mots, il semblerait, ne sont plus notre habitude, notre coutume ou notre façon de nous vêtir. Non, les mots sont devenus la chose que nous utilisons pour habiller les choses en les couvrant d'un vernis qui obscurcit la vérité. Cette vérité qu'ils pourraient raconter si on les laissait, si on leur donnait libre cours. Bien sûr, il y a encore des personnes qui utilisaient les mots pour sonder les profondeurs du sentiment humain. Mais ils sont devenus le domaine privilégié d'un ensemble de spécialistes, pour beaucoup un art ancien. Au lieu d'habiter le monde de façon poétique, nous avons créé une petite niche dans le monde habité pour les poètes. Peut-être qu'aucune communauté contemporaine n'a développé plus d'antipathie envers les mots que celle qui travaille principalement avec. Je veux dire la communauté des érudits et avant tout ces mêmes érudits qui se considèrent comme étant des académiciens, des universitaires. Les érudits sont des personnes qui étudient. Les spécialistes sont les personnes qui pensent à l'étude d'une manière très spécifique. Parce que plutôt que d'étudier avec le monde ou plutôt que de se permettre d'être enseignés par le monde, ils font des études sur le monde, du monde, en revendiquant, en se faisant qu'ils ont atteint les hautes sphères de la supériorité intellectuelle. Et à partir de ce moment-là, les choses sont révélées avec une clarté, une définition liée aux gens ordinaires. Dans leurs discours pleinement dédiés à des projets d'explication, les mots ont été dévêtus de leur pouvoir, leur capacité à toucher, à affecter ou à évoquer. Les mots sont vidés du sentiment et sont interdits du contact avec les choses dont ils parlent. Un peu comme les instruments du chirurgien, ils sont gardés d'une propreté redoutable afin d'empêcher tout risque d'infection. Une fois infecté, un mot devrait être immédiatement stérilisé parce que sinon ce mot va polluer d'autres choses avec lesquelles il pourrait rentrer en contact. Si un mot est trop étroitement associé avec une chose, s'il s'applique à une autre, la division entre les deux va devenir peut-être floutée, annonçant ainsi une dissonance cognitive. Donc, dans la chirurgie de la pensée académique dédiée à la réparation de telles dissonances, il est essentiel que les frontières catégoriques soient maintenues et c'est le travail au mot de se faire.
C'est aux mots de mettre les choses à une distance, de les épingler, d'imposer une discipline et de tenir le monde sous contrôle. Autrement, ce monde va partir dans tous les sens. Et cette approche souveraine exige des académiciens qui gardent leur distance des matières, des sujets qu'ils étudient. Il ne faut pas qu'ils se salissent les mains. Il ne faut pas qu'ils se mélangent avec, pas les mains dans le cambouis. C'est ce qu'il veut dire par l'objectivité. Et les mots constituent les moyens grâce auxquels ils atteignent cette objectivité. C'est pour cela que les mots académiques, les mots universitaires sont souvent stérilisés. Leur force est annulée par un triple verrou de suffixes. Ice, ate, yon, pour garder les termes en anglais. Ainsi, utilisation, use en anglais par exemple, devient utilisation. Comme je l'ai déjà dit, utiliser quelque chose, c'est de l'attirer, de l'utiliser dans vos habitudes. Ce n'est pas vrai avec le mot utilisation. C'est un jeu de mots qui ne marche pas en français parce que utiliser un objet, c'est en profiter tout en gardant l'objet à distance. Il s'agit ainsi de nier une implication affective ou un ressenti avec l'objet en question. La même chose est vraie pour bon nombre d'autres armes, c'est-à-dire que si les académiciens n'utilisent pas quelque chose pour l'utiliser, ils ne disent pas non plus si ce n'est pas pour articuler. On doit d'abord signifier. The academic does not feel L'académicien ne sent pas les mots qui enflent ou qui montent à la surface quand il parle. form as affectations. Les mots, par exemple, ne sont pas des affectations de l'âme, ne sont pas liés au geste. Les mots, pour l'érudit, constituent des objets qui doivent être arrangés et réarrangés tels des briques, dans des combinaisons différentes, des permutations différentes, afin de constituer des phrases. En bref, l'érudit, l'académicien, est un articulateur de composition verbale. Comme nous l'avons déjà vu, articuler, c'est joindre les choses, non pas se joindre à elles. Et c'est pour cela que cette idée de traitement de texte, un anathème pour la personne qui aime l'écrit, c'est pour cela que les académiciens, les universitaires ont tellement adoré ce terme. Si les mots sont des objets qu'on peut organiser comme on veut, quid de plus naturel que de les servir, de les mettre dans une machine qui fera du traitement. Cette combinaison de clavier, écran et imprimante, le matériel typique de l'écrivain académique, permet une composition verbale sans aucune implication sensible de la part des personnes qui écrivent entre guillemets avec. L'appel à un mot tel que la signification également est une façon de tenir le monde à distance. Découvrir ce que veulent dire les choses, pour ce faire, il suffit de travailler avec. Mais dans le monde des panneaux de signalisation, nous ne touchons jamais rien directement. Et tout ressenti est interrompu. La signification casse le lien avec la perception directe, exactement comme l'articulation casse le lien entre la main et le mot. Si le sens, c'est avec les mains, c'est du concret, la signification, c'est sans les mots. Et donc, comme avec l'explication, l'académicien ne peut pas seulement parler de ce qu'il sait, il doit expliquer, il doit orthographier dans une séquence où les points se joignent. Chaque séquence constitue une phrase. Mais une phrase a un double sens. Et c'est aussi une forme d'incarcération qui est imposée par un juge. De la même manière que le criminel est dicté, sa loi est dictée dans un tribunal, la même chose est vraie pour les mots. Ici, dans ce tribunal, les universitaires constituent le juge et le juré et l'auteur et ceux qui passent en revue le texte. Et entre eux, ils font des exercices pour faire en sorte qu'ils puissent s'échapper à une vie dans le monde réel. Et pourtant, de façon ironique, le mot « phrase » en anglais a la même racine que le mot « sentience » et a acquis son sens actuel dans les domaines du langage et du droit à travers la répression du sentiment. Il s'agit d'une répression très clairement pour laquelle la plupart des universitaires ou académiciens ressentent un brin de culpabilité. Mais leur tendance est de déplacer la culpabilité vers les accessoires, vers les mots eux-mêmes. Parce que pour avoir utilisé les mots, pour mettre d'abord les choses à distance, ils accusent pas juste leurs mots, mais tous les mots, que de monter des obstacles, que de bloquer la relation qui leur permettrait de vivre l'expérience qu'ils veulent. Ainsi, vu que l'expérience est sans mots et donc tacite,
l'expérience peut sombrer, les mots peuvent sombrer dans les tréfonds inaccessibles du corps. Et ainsi, le résultat est l'opposition entre la verbalisation et la personnification. Une partie, d'un côté l'explicite, de l'autre le tacite, que tant d'analyses académiques a utilisé comme son point de départ. Mon objectif, au contraire, a été de restaurer et les mots et les habitudes, des façons de parler et des façons de raconter, de dire qu'il s'agit d'apticalité. Les habitudes ne sont pas plus sédimentées dans le corps que les mots n'en sont libérés. Au contraire, les mots et les habitudes sont animés, sont des façons d'être en vie, de vivre. Donc n'ayons pas peur que de rencontrer le monde avec les mots. D'autres créatures le font différemment, mais l'intercourse verbale a toujours été notre façon humaine, notre droit. Les mots sont des choses humaines. Mais que ce soit des mots de salutation, pas de confrontation, de question, pas d'interrogation ou d'entretien, de réponse, pas de représentation, d'anticipation, pas de prédiction. Cela ne veut pas dire que nous devrions tous devenir des poètes ou des romanciers, ou que nous devrions chercher à émuler les philosophes qui, lorsqu'ils parlent de leurs implications dans le monde, n'ont pas réussi à faire ce qu'ils disent, et leur cohérence de pensée ou clarté d'expression n'a jamais été exemplaire. Mais cela veut dire en revanche que nous, les lettrés, les savants, nous devrions travailler nos mots comme les artisans travaillent leurs matériaux, de façon à ce que nous soyons en mesure d'inscrire des écrits pour illustrer notre labeur. Et nous devons pouvoir les offrir comme des choses qui ont aussi une beauté intrinsèque. Merci. Un grand merci. Traductrice instantanée fonctionnera dans les deux sens. Donc n'hésitez pas à prendre le micro, il va circuler. Qui le souhaite, qui veut prendre la parole? C'est difficile après autant de vidéos, mais... Un grand merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui a été tout aussi riche que tous les livres et les articles que j'ai eu la chance de pouvoir lire parmi vos écrits. Je dois dire que j'ai énormément d'admiration pour tout ce que vous travaillez, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. Merci pour votre inspiration. Alors, au fur et à mesure que j'ai écouté aujourd'hui aussi, moi, je m'interrogeais, je pensais à un autre côté, un autre aspect que je voudrais mettre en exergue, que je voudrais votre avis dessus. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une bonne partie de ce que vous avez dit aujourd'hui et une bonne partie de ce sur quoi vous travaillez concernant les lignes, il s'agit d'une proximité, il s'agit d'une continuité, il s'agit essentiellement du fait qu'il faut imbriquer, il faut trouver sa place dans l'environnement, créer une continuité avec cet environnement, de l'apticalité aussi, le sens du toucher aussi, ça veut dire la proximité, la continuité, l'attention est également faire soin, prendre soin de, c'est-à-dire que vous faites attention aux ces choses qui sont près de vous, les toucher. Et moi, je pensais à un certain nombre de passages écrits par Deleuze, et je sais que vous connaissez très très bien Deleuze. Deleuze insiste beaucoup sur le vide dans le cerveau qui peut parfois avoir besoin du vide, ou que l'intelligence a parfois besoin d'un moment où on ne répond pas, c'est-à-dire où on ne sent pas qu'on a la responsabilité de forcément réagir, répondre avec des mots dans une situation, c'est-à-dire qu'on peut apporter quelque chose à une situation, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que nous avons parfois besoin de ce moment de pause, ce moment de distance, pas forcément si seul, mais parfois contre ce qui nous est proposé. Donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut trouver notre place dans la continuité de nos pensées. Parce que malgré tout,
il y a ce besoin de silence parfois. On a besoin de se placer parfois au-dessus des choses et de ne pas forcément toujours suivre la continuité. Merci beaucoup. Ce que vous dites est vrai. Et effectivement, j'ai voulu insister sur la continuité et sur l'engagement. Et très souvent, on me critique en me disant, mais où est le conflit? Où est la rupture? Où est la cassure? Et ma réponse à cela est que vous ne pouvez pas avoir une rupture. Vous ne pouvez pas avoir une cassure s'il n'y a rien à casser. Donc, d'une certaine manière, la continuité doit venir avant la cassure. Et donc, je me trouve un petit peu opposée à ce que disent beaucoup de mes collègues qui veulent surtout focaliser essentiellement sur les dissonances de la vie. Moi, je dis non, il faut démarrer avec cette continuité. Et pour exactement la même raison, moi, je veux commencer avec la perception directe. Et ainsi, je veux arguer contre ces personnes qui disent que tout est constitué de signes. Si tout était constitué de signes, on ne verrait jamais rien directement. Et bien sûr, il y a beaucoup de perceptions indirectes, mais vous ne pouvez pas avoir l'indirect sans avoir le direct. Et c'est un peu comme disait Marx, vous ne pouvez pas avoir la consommation sans la production. Vous avez d'abord besoin de mettre en place la production avant de pouvoir parler de mode de consommation. Et donc, dans ce que vous dites de cassure. Who is introducing the French translation to your last book on education. Est-ce que vous pouvez tous vous présenter quand vous prenez la parole, comme ça Tim sait aussi d'où vous posez la question? Thank you very much. Un grand merci, Gabriel, Sophia. Je travaille ici au sein du département des arts de la performance. Et j'ai bon nombre de questions, mais je vais en poser une seule, qui est la suivante. Est-ce que vous avez déjà soumis cette réflexion ou mis en contexte cela avec tous les schémas du corps? Jean Gallagher a parlé, par exemple, du processus schématique du corps. C'est ça ma question. Est-ce que vous voyez un lien? Est-ce que je vois un lien entre les travaux sur les schémas du corps et ce que je viens d'être dit? Je ne me suis jamais posé la question. Potentiellement, effectivement, il pourrait y avoir un lien avec le schéma du corps ou la façon de fonctionner du corps. Mais la chose fondamentale, c'est que moi, je veux voir le corps essentiellement comme étant quelque chose d'animé. Donc, c'est le côté vivant du corps qui compte. Et ainsi, pour moi, le corps n'est pas un système anatomique. Ce n'est pas quelque chose d'anatomique, c'est plutôt un système d'affect. Et en tant que tel, en tant qu'un système de ce type, le corps va tout le temps au-delà du corps. Un peu comme les danseurs. Les danseurs en parlent en disant que le corps n'est pas juste ici et là. Le corps part à droite. Vous voyez, j'articule, je bouge dans tout un tas de sens. Le corps va toujours dans plein de sens. Et dans ce sens, on peut voir le corps comme un corpus d'affects qui partent dans toutes les directions. Et ça, à ce moment-là, collerait avec ce que je viens de dire. Oui, merci. Yeah, Tim, I hear very much. Tim, j'entends les formes dynamiques de Suzanne Langer. Lorsque je vous entends parler, elle est philosophe sur la danse. Et effectivement, oui, j'ai lu Feeling and Form, ou Form and Feeling de Suzanne Langer, le ressenti et la forme. Je l'ai lu il y a très longtemps. Et effectivement, cela a laissé une impression, une empreinte indélébile. Je n'y suis pas retournée depuis. Mais effectivement, il y a un moment dans son texte où elle dit que l'art, c'est donner de la forme, de la substance au sentiment humain. Et j'ai trouvé qu'elle avait exprimé de façon magnifique. Parce qu'effectivement, c'est cela. C'est-à-dire la forme n'est pas donné d'avance, cela émerge à travers ce que j'appelle les correspondances, le fait qu'on s'accompagne, le fait qu'on avance ensemble. C'est une prise de confiance, une prise de conscience avec les objets. Et Langer serait d'accord, je pense, mais il faudrait que je retourne vers le livre pour en être sûre. Enzo Neppi from the Italian department. Je suis du département italien. Je voudrais dire merci, un grand merci pour cette présentation absolument magnifique, de toute beauté.
Moi, j'ai encore une question, si vous le voulez bien. Vous avez beaucoup insisté, pour utiliser l'une des expressions que j'ai entendues ce soir, vous avez beaucoup insisté sur l'importance de la continuité. Et pourtant, j'ai l'impression, d'une certaine manière, que votre cours, votre proposition a été très binaire, très dualiste. Vous avez parlé de la partie mécanique et vous avez parlé de la performance. Vous avez en quelque sorte juxtaposé les deux. Et donc, j'ai l'impression que vous avez réfléchi de façon cartésienne et non pas de façon continue. Vous êtes en train de lutter. Oui, tout à fait, c'est toujours un problème, vous avez raison. Parce que le problème pour moi, c'est que moi, je suis moi-même académicien ou universitaire. Et donc, je suis en train de me critiquer moi-même quand je prétends tout ce que je dis. Et je me suis dit à la fin, quand j'ai lu ce texte, j'ai trouvé ce mot absolument horrible, apticalité, que je viens d'introduire. Et c'est vraiment un mot absolument affreux par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, je me contredis tout le long. Et lorsque vous êtes formé dans les arts, dans la rhétorique de l'argumentation universitaire, on propose une thèse et l'antithèse. Il y a l'argument A et l'argument B, et il faut les juxtaposer l'un contre l'autre. Et en ce faisant, on met en exergue un point. Et il est très difficile de savoir, et là je cherche mes mots, il est très difficile de savoir dans un document comme celui-ci, où on veut argumenter en faveur de quelque chose et contre autre chose, comment éviter de tomber dans le piège de ce dualisme? Et je ne pense pas que c'est vraiment évitable dans ce genre d'approche, dans ce genre de choses. Et la seule façon d'y arriver, c'est de dire c'est que ce genre de choses est un commentaire sur d'autres choses ou c'est un préliminaire. Et c'est ce que les écrivains, les musiciens, les artistes, les poètes, c'est ce qu'ils font. Voilà. Eux, ils ne mettent pas en place cette juxtaposition, cette dichotomie. Donc je dis, si on veut faire ce que font les musiciens et les poètes, bah, c'est le chemin qu'on doit prendre et pas ce chemin effectivement qu'on critique, que je décris. Parce que moi, je suis tellement fatiguée des historiens de l'art, je ne devrais peut-être pas le dire, mais toutes ces personnes qui disent que ce que nous devons faire est de prendre l'œuvre des artistes, des musiciens, des artisans, comprendre cet art en plaçant cet art dans son contexte. Parce que ça, pour moi, ça veut dire l'emballer, dire on l'a expliqué, c'est bon, on peut emballer le paquet et le mettre dans un coin. Or, moi, ce que je veux faire, c'est ramener les choses dans le présent, dans la présence, pour qu'on puisse engager avec eux directement. Mais je ne sais pas comment le faire, sauf en mettant en place ces juxtapositions. Mais évidemment, je ne peux pas dire, moi, je dis les choses comme il faut, mais les autres le disent mal. Non. Pardon, vous êtes sur scène, donc on a besoin de vous entendre. Il y a une question à l'arrière de la salle, je crois bien. Bonjour, je m'appelle Gisèle Balès, je suis architecte et moi je travaille sur l'odorat. Et lorsque je vous écoute, moi je me pose la question. Est-ce que vous avez déjà pensé au rôle qui est joué par l'habituation? C'est-à-dire que lorsqu'on sent quelque chose, on est dans une ambiance où on est sensible à ce que l'on sent et à ce moment-là, on s'adapte au parfum et au bout d'un certain temps, on ne le sent plus. Et donc, je m'interrogeais lorsque je vous écoutais. Dans l'habitus, parfois, c'est la différence qui peut avoir du sens lorsqu'on travaille son art, lorsqu'on est dans l'artisanat, lorsqu'on crée. Vous avez parlé de l'argile, par exemple. Et moi, je me suis demandé, au niveau de l'odorat, mais pour d'autres sens aussi, peut-être que c'est la différence qui va faire sens par rapport à l'action. Donc, je me suis demandé, est-ce que vous vous êtes interrogé là-dessus? Non. Non. Je n'ai pas beaucoup pensé à l'odorat. Je ne me suis pas beaucoup interrogée dans ce sens. Et j'aurais dû, parce que l'odorat est effectivement très, très important. Et il faudrait que j'y pense vraiment sans avoir eu le temps de réfléchir. Et si je raisonne pendant que je vous parle, j'aurais tendance à dire qu'à mon sens, je ne pense pas que les odorats existent. Je pense qu'il y a juste les différences entre un odorat et un autre, et une odeur et une autre. On peut reconnaître l'odeur du gaz, par exemple, ou on peut reconnaître l'odeur de feuilles fraîches trempées après la pluie. Mais
On ne peut pas objectiviser et dire « Ah, ça c'est de ça que ça sent, je l'ai reconnu », mais c'est plutôt on reconnaît une différence. Il y a les feuilles sèches et les feuilles mouillées. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et ce que vous suggérez, c'est qu'une fois qu'on a reconnu la différence, on ne va peut-être plus reconnaître la différence une deuxième fois. Mais pour moi, ce n'est pas toujours vrai. Je sais qu'on parle du vrai danger, par exemple. Qu'est-ce qui fait que le monoxyde de carbone est si dangereux? C'est qu'on le sent une fois et peut-être que la deuxième fois, on ne le ressentira plus jamais. Et donc, c'est très risqué. Mais honnêtement, je ne sais pas, vous peut-être mieux que moi, je ne sais pas si c'est véritablement le cas. C'est le cas avec le monoxyde de carbone, mais c'est un produit chimique très spécifique, mais c'est vrai pour tout. Pour moi, sentir les feuilles mouillées après la pluie, ce n'est pas quelque chose que parce que je l'ai senti une fois, je ne vais pas le sentir comme si c'était la première fois. À chaque fois que je sens les feuilles mouillées, il y a ce parfum de fraîcheur et c'est cela qui le rend si magnifique. C'est un peu comme si on entendait un morceau d'une symphonie. On peut écouter une symphonie plusieurs fois, on l'entend différemment parce qu'on l'a entendu avant, mais on ne l'entend pas. On ne peut pas dire qu'on ne l'entend pas la deuxième fois. Je pense qu'il faudrait surtout s'interroger à savoir comment est-ce que l'odorat évolue. Les parfums tels qu'on les interprète varient en fonction du nombre de fois où on les ressent peut-être. Parce que nous savons tous qu'en tant que personne, l'odorat est quelque chose qui nous permet de conjurer énormément de souvenirs. Mais je suis désolée, je ne peux pas répondre dans le détail puisque je n'ai pas pu réfléchir en profondeur encore. Bonjour, Terry Schrecker, sociologue. Alors, ceci m'a amené vers la question que je vais poser parce que vous parlez beaucoup du présent et l'importance du présent. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous êtes intéressé par ou est-ce que vous êtes interrogé sur comment les choses deviennent ce qu'elles sont? Et je pensais essentiellement, par exemple, Berger et Libran, ils ont eu une certaine façon de décrire la socialisation, notre façon d'apprendre toutes ces choses. Nous apprenons à vivre dans le présent. Et là, je fais référence à votre descriptif. Vous avez dit on apprend à être dans quelque chose. Disons, ce n'est pas tellement dans ce papier, mais j'ai pensé à ceci dans d'autres documents que j'ai produits et je m'interroge sur comment nous devrions penser à l'apprentissage et comment on devrait commencer. Moi, par exemple, je suis à 100% contre les modèles classiques de la socialisation et la plupart d'entre nous, je pense, nous sommes malheureux avec le modèle classique de la socialisation. Donc la question plutôt, c'est qu'est-ce qu'on met à la place? Et plus j'y pense, et plus je suis dissatisfait avec ce concept même d'apprentissage. Je n'aime pas. Par exemple, quand on est censé, soi-disant, être en train d'apprendre quelque chose, c'est pas l'impression que vous avez. Vous êtes plutôt en train de faire quelque chose. Et moi, j'ai été fortement attirée par ce concept d'étude, étudier. C'est quelque chose que l'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire que d'étudier, de faire avec les gens, avec les choses? Et comment ce fait d'étudier implique une éducation de l'attention. Et je pense que c'est véritablement le cas dans les études, par exemple, lorsqu'on parle des apprentis chez les artisans. Vous avez quelqu'un qui démarre en tant que novice, en tant que potier ou en tant que charpentier, et la personne finit par dire quelque chose de très expérimenté. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne n'est pas socialisée dans le fait de faire, mais la personne apprend à remarquer les choses, à être attentif à certaines choses, et puis ces mêmes personnes apprennent à répondre de façon courante. Et à ce moment-là, pour moi, c'est une forme d'étude où on est appris. On apprend autant par les choses, les matériaux avec lesquels on travaille, que l'on apprend à travers les personnes qui sont impliquées dans ce même travail. Bonsoir. Moi, je voudrais vous poser une question. Disons, du point de vue d'un étudiant en art, et je suis aussi quelqu'un qui apprend le tai chi. Je ne sais pas si vous connaissez le tai chi. Et je viens d'apprendre ce mot ubiquité. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on est loin de la pleine conscience dans vos travaux de recherche ou pas?
Alors, je suis loin de la pleine conscience d'un côté, mais je suis proche de la pleine conscience d'un autre. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup étudié la question de la pleine conscience et je suis assez sceptique. Je dois dire que je suis sceptique parce que je ne sais pas grand-chose de la pleine conscience, mais je m'inquiète, je me dis que la pleine conscience est marketée aujourd'hui comme étant un bien de consommation, comme étant quelque chose qui peut guérir tous les maux. Même notre propre équipe de gestion à l'université fait des séminaires, organise des séminaires et participe à des sessions pour enlever le stress. C'est vraiment quelque chose qu'on met à toutes les sauces en ce moment et c'est quelque chose qui est vraiment marketé. Donc, je ne veux pas me laisser happer par tout ça, comme on dit, mais par le passé, on utilisait le terme conscience, et puis j'ai été très étonnée de voir que cela a été englobé par ce terme pleine conscience. Donc je ne devrais plus utiliser le mot conscience dans mon discours. Néanmoins, il y a énormément de personnes qui me disent effectivement qu'il y a beaucoup de parallèles entre ce que je dis et certains des préceptes du bouddhisme. Mais puisque je ne sais rien du bouddhisme, je me dis, mais à eux de faire, à eux de voir. Cela ne m'attire pas forcément. Bonjour, je m'appelle Chantal Dugave et je suis artiste et je réalise des travaux de recherche et de création. Et d'abord, je voudrais dire merci. Merci pour vos pensées. Parce que pour ma part, cela m'a beaucoup apporté, beaucoup de connexions. Parce qu'il est très difficile en France, en français, que de créer, d'avoir accès à ce genre de recherche. Et je trouve que votre façon de penser est très, très riche. Mais j'ai une question, parce que moi, dans mes travaux de recherche, je chemine petit à petit. Et vous avez beaucoup parlé des points de connexion et vous avez fait ce dessin où on voit le monde, le corps et l'esprit, on le voit à l'écran. Et est-ce que vous connaissez les pensées de Jacques Lacan sur exactement ces trois aspects, le monde, l'esprit et le corps? Parce que lui parle surtout de l'existentialisme et la connexion, l'interconnexion avec le corps et l'esprit. Alors, merci. La seule réponse honnête que je puisse dire, c'est que je n'ai pas vraiment de réponse à donner. Ce qui se passe, et ça m'est déjà arrivé avec les philosophes français, les psychanalystes, etc., c'est que moi, lors de ma première rencontre avec leurs œuvres, je les trouve totalement incompréhensibles. Et c'est arrivé avec Deleuze, par exemple. Et puis après, j'ai continué de lire des choses. J'ai regardé Platon. J'ai regardé Platon, par exemple, en anglais. Au départ, je me suis dit, c'est une perte de temps. Et après, je me suis dit, non, j'ai pas le temps de lire ces pages. Et j'ai retourné à mes occupations. Et puis, j'ai écrit ce livre sur ligne. Et puis, plein de gens me disaient, mais il faudrait vraiment regarder Deleuze. Et donc, j'ai ressorti le livre. Et tout d'un coup, j'ai trouvé effectivement qu'il avait tout dit. Parce que c'était seulement au moment où j'avais bien réfléchi pour moi-même, à mon niveau, et que j'avais compris quel mot, quel concept je voulais utiliser, c'est seulement à ce moment-là que je comprenais ce que disait Deleuze. Parce que j'étais capable de dire, quand lui dit ça, il veut dire ça, et quand moi je dis ça, je veux dire ça. Et j'imagine que ça doit être pareil avec Lacan. J'ai regardé Lacan et je me suis dit la même chose. Non, je ne peux pas y aller, je ne comprends pas. Et pourtant, peut-être que, ayant cheminé dans ma tête, en ayant été jusque-là, je pourrais trouver que je comprendrais. Or, Michel Serres, qui parle du vortex dans la naissance de la physique, en parle de façon si magnifique et je n'aurais pas su apprécier cela si je n'avais pas commencé à penser à toutes ces choses moi-même. Donc très probablement ce que vous êtes en train de me dire est tout à fait juste et peut-être maintenant que j'ai atteint le niveau où je suis arrivée à un stade où je pourrais peut-être comprendre un peu plus de Lacan. Ok, merci beaucoup.
Bonsoir, merci pour votre présentation. Olivier de Bossière, je suis géographe, assez fortement influencé par la pensée pragmatique. Alors, vous avez dit que on travaille pour œuvrer. Moi, je pense que faire, c'est bien plus que faire. C'est aussi aimer, imaginer, partager, raconter aussi. Mais je voudrais savoir quel genre de langue est-ce que nos pratiques nous présentent. Votre présentation nous fait dire que le langage est multiple, c'est-à-dire que le langage peut être joué, acté de multiples façons à travers les actions. Et il y a toujours un surplus dans la langue, c'est-à-dire que nous nous engageons dans des actions qui entraînent certains mots. Moi, je voudrais savoir quel est le statut des mots qui existent mais que nous n'utilisons pas. Et la langue, le langage, comment est-ce que tout cela est influencé? Wow, c'est une question fabuleuse, une question à laquelle il est très, très difficile de répondre. Et je pense que les géographes en particulier, en tout cas les géographes culturels, travaillent là-dessus en parlant de la théorie non représentationnelle. Je sais qu'il y a beaucoup d'expériences en cours. Par exemple, si nous sommes mécontents, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, et j'ai beaucoup de collègues géographes qui me disent la même chose, ils n'aiment pas le langage standard pour l'analyse. Ils disent qu'il faut trouver un alternatif, il faut trouver d'autres mots, d'autres langages qui ne sont pas là pour contrecarrer la poésie et puis le langage des géographes. Et on ne peut le faire qu'à travers les expériences. On ne peut le faire qu'en essayant des façons différentes de faire les choses. Il y a un livre magnifique par Philippe Bonini qui s'appelle, je crois, la méthodologie non représentationnelle, qui contient tout un ensemble d'expériences. Au niveau de l'écriture, toutes les expériences sont différentes, mais à chaque fois, ils essaient simplement de résoudre un problème. C'est comment toujours rénover le langage, comment écrire de façon à ce que nous soyons toujours érudits et avec un beau langage en même temps. Et moi, je n'ai pas la réponse, mais j'y travaille. Et je pense que c'est une étape, un pas en avant que de reconnaître qu'il y a un problème. Comme vous dites, il y a faire, ce n'est pas juste faire. Lorsqu'on fait quelque chose, on éprouve du plaisir. On éprouve tout un ensemble de choses qui débordent de nous. Et effectivement, ce débordement, c'est ce débordement qui est important. Ce n'est pas le fait de faire, mais si on capture le débordement, cela ne déborde plus. Donc il faut trouver un langage qui permet de traiter de ce phénomène. Et je ne le détiens pas encore. Il y a un philosophe qui est très engagé avec cette question qui m'inspire beaucoup, c'est Erin Manning. Elle a produit un livre, c'est un partenaire de Brian Le Sumé, qui a beaucoup traduit. Elle a produit un livre il y a 1 an ou 2 qui s'appelle The Minor Geste, le geste mineur. Et c'est ça le geste mineur, c'est vraiment ce débordement, ce flux de débordement. Et comment en parler? Ce qu'elle a écrit, c'est très très puissant. Mais moi, je n'ai pas encore la réponse. Any questions left? Est-ce qu'il vous reste une question? Le cercle avance. On a eu Brian Massoumi et Eric Manning. Ils sont venus ici nous parler aussi lors de l'école d'été au printemps dernier. Est-ce qu'il y a une dernière question? Should we free set? Should we set Tim free? It's very much of a gift, Tim. All of you. Tim, c'est véritablement un cadeau que vous nous avez offert ce soir, Tim, avec vos mots, vos propos, parce que nous démarrons une coopération à long terme entre nos 2 laboratoires et nous démarrons quelque chose qui peut paraître normal pour les chorégraphes, pour les performeurs, mais c'est beaucoup moins habituel pour les spécialistes des sciences sociales. Nous sommes là pour faire des travaux de recherche, des travaux dans l'art et la création. Donc nous voulons nous engager dans ce surplus, dans ce débordement. Nous allons commencer demain avec notre atelier et j'espère qu'il y aura bon nombre d'ateliers qui vont s'en suivre. Et nous avons été très inspirés par vos mots, par vos propositions. Peut-être que vous avez quelques mots de conclusion. Oui, vraiment, vraiment, je voudrais dire merci. Merci, Tim.
ce soir. Et on a appris, là, aujourd'hui, ou c'était hier soir, qu'il y a un doctorant qui va faire un postdoc ici, qui va arriver en avril de l'université d'Aberdeen, qui est commencé en art, et après, he started in art, and then went into anthropology. Et Donc, il continue sur le CDP Trajectories. Alors voilà, tout va bien. L'université de Grenoble-Alpes est bien reliée avec l'anthropologie. En tout cas, elle commence à l'être mieux. Ouais. Et on espère pouvoir envoyer certains de nos étudiants à Aberdeen aussi. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci encore. Merci pour la Dawn. Merci. Bravo pour la traduction. Merci d'avoir écouté. Et merci pour... c'était enregistré et ça va être mis en ligne en traduction en français et en anglais. Merci pour toute l'équipe pour la mise en scène de ce soir et à très très bientôt. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.